Il est 34. Je vous propose de démarrer le temps que tout le monde se connecte. Je vois que Mathilde est en train d'arriver. Donc, bonjour à tous. On se retrouve dans le cadre de la Factory RH Talent et Diversité, qui a une petite spécificité aujourd'hui parce que on a un guest et c'est dans le cadre de Digitalis Future. Donc, je vais détailler un peu. Ce que je vous propose, c'est de faire une toute petite introduction sur la factory, et puis ensuite on contextualisera sur la thématique de l'atelier aujourd'hui qui est sur le onboarding, et puis on laissera la parole à notre experte du jour, Magali, de Job for Student. Donc très rapidement, la Factory RH vous propose un certain nombre de une programmation annuelle. C'est grâce à ces 6 personnes affichées à l'écran qui sont des membres actifs du cluster, des pilotes de Factory bénévoles et qui réfléchissent mensuellement pour traiter des sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous rejoindre, si vous avez envie qu'on adresse des thématiques en particulier, à nous le faire savoir. On se parle très régulièrement et l'objectif est aussi de servir ces discussions entre pairs. Bon, rapidement, la Factory RH, on traite de sujets, de parfois un peu de veille juridique. On partage beaucoup de bonnes pratiques. Ça, c'est quelque chose qui nous est vraiment très cher. Créer du débat aussi entre les façons de fonctionner de chacun. Et la promotion des initiatives RH que vous pouvez avoir aussi en interne. Donc, n'hésitez pas à nous faire des petits retours pour qu'on puisse les valoriser à travers des ateliers. Et donc, on est sur une moyenne, on va dire, de 6 ateliers par année. 2023, il y en a eu 5. En 2024, il y en aura 7 avec du présentiel et du distanciel. Très rapidement, sur les prochains rendez-vous de la Factory RH, hein, sur l'agenda d'ici la fin de l'année, on a une date en cours de calage d'un atelier dans le cadre aussi de la saison éducation-formation de Digitalis Future. Je vais y revenir. Qui va traiter autour de la mise en place d'une académie au sein d'une entreprise. Si c'est une thématique qui vous intéresse, on pourra en rediscuter à ce moment-là. Et en novembre, on ne pouvait pas faire une année 2024 sans parler d'IA dans le recrutement. Donc, on va aussi adresser cette thématique. Tout est à construire, donc si vous avez plein d'idées, n'hésitez pas. Petit focus sur l'agenda du cluster très rapidement. J'ai essayé de mettre les 3 gros sujets, et surtout en fonction de vos profils, ce qui pouvait vous intéresser particulièrement. Cette semaine, on a une autre Factory Sales and Market autour de LinkedIn et la génération de croissance. Je sais que sur des sujets de recrutement, c'est un outil aussi qui est pas mal utilisé. Donc peut-être à voir si l'inscription à cette Factory vous intéresse, c'est en distanciel. Évidemment, on ne le présente plus, le Green IT Day, une journée à Montpellier, une journée à Toulouse sur le numérique responsable et durable. Cette année, on fête les 10 ans, donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le contenu du programme est évidemment disponible sur le site de Digital 113. Et dans le cadre de Digitalis Future, nous avons le webinaire de présentation des cas d'usage d'entreprises numériques qui répondent à des besoins de la filière formation, qui se passera le 11 octobre en distanciel toujours. Aujourd'hui, avec les pilotes de la Factory RH qu'on a vu tout à l'heure, on a décidé de parler de onboarding et de l'utilisation du onboarding pour maximiser l'intégration, évidemment la fidélisation des collaborateurs en entreprise. On s'est bien rendu compte au travers plein d'échanges qu'on a pu avoir avec vous tous que c'était un élément crucial pour toutes les entreprises qui cherchent à retenir ses talents, à optimiser ses performances et que ça ne se limite évidemment pas à un accueil administratif. Donc, l'idée, c'est aussi de voir qu'est-ce que ça englobe, qu'est-ce qu'on met derrière ce fameux nom de onboarding, où c'est que ça commence, où c'est que ça s'arrête. Et l'idée, c'est d'explorer un certain nombre de pratiques que vous pouvez avoir. Et c'est quoi les stratégies que vous avez développées pour créer une expérience d'intégration positive et durable. Donc, là, on va découvrir comment on va transformer des nouveaux arrivants en membres
engagés dans votre structure. Et comme je le disais, cet atelier, il est fait avec Job for Students. Donc Magali va se présenter tout à l'heure, qui est notre partenaire privilégié dans le cadre de la saison 10 de Digitalis Future, saison qui traite de la transformation numérique des filières éducation et formation. Donc Job for Students a fait le choix de soutenir financièrement cette saison, on les remercie. Et donc, l'idée, c'était de discuter autour de cette thématique, puisque Job for Student, c'est une application qui va révéler le potentiel des futurs collaborateurs en faisant vraiment, en travaillant sur les valeurs et les soft skills. Alors évidemment, Magali va le présenter mieux que moi, mais vraiment, on est sur des sujets d'innovation sociale et d'accompagnement à faire grandir une entreprise. Et évidemment, la place de l'onboarding dans l'installation de la relation avec ses collaborateurs, elle est très forte. Et donc, Magali, je vais te laisser la parole pour présenter un petit peu tes recherches autour du onboarding et faire le lien avec tes travaux. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Comme Mathilde m'a bien présenté, je suis Magali Osrubaras, dirigeante de Job for Students. Alors moi, mon petit parcours très rapide, j'ai été 15 ans RRH avant de créer un cabinet conseil RH qualité de vie au travail et formation il y a 6 ans maintenant. Et Job for Students qui est venu assez naturellement. Notre expertise aujourd'hui, effectivement, on a développé une plateforme innovante qui est dédiée à faciliter la rencontre et le matching entre les entreprises, plutôt TPE, PME, start-up et associations, et les étudiants. Alors, quand je parle d'étudiants, je parle également de personnes en reconversion professionnelle qui seraient à la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un premier emploi. L'idée, en fait, c'est de ne pas se contenter de répondre aux besoins techniques, qui sont certes un socle de base, mais de valoriser les qualités personnelles et les valeurs humaines des candidats. Et pour ce faire, nous avons déployé un algorithme de matching en travaillant avec un docteur en sciences sociales. Ça, c'est la première, la base de notre projet. En parallèle de ça, et pour que la boucle soit complète et finalement donner sa chance à l'humain, on a également un cabinet de conseil où on accompagne les entreprises sur toutes les thématiques liées au recrutement, à l'intégration, à la marque employeur. Et on accompagne également les étudiants et donc les personnes à la recherche d'un emploi à travers notamment les écoles ou les associations d'insertion pour les aider à maximiser leurs chances de trouver cette alternance. Notre objectif en NSS de l'ESS, c'est de favoriser d'un côté l'inclusion et également le développement des structures plutôt type TPE, PME, associations et start-up qui, selon nous, sont la clé d'une croissance durable. Voilà, en résumé, ce que je peux vous dire. Je vais partager mon écran. Hop, pour parler aujourd'hui de cette thématique qui m'est très chère, celle du onboarding. Alors, comme l'a expliqué Mathilde, on est sur une thématique où on croit fortement que cette période d'intégration peut réellement être un levier pour maximiser l'intégration, mais surtout la fidélisation. Et on le sait, c'est une problématique quand même assez courante et très importante, avec des conséquences qu'on ne mesure pas toujours financièrement, mais qui peuvent être parfois très lourdes pour les structures. Alors, juste pour remettre dans le contexte un petit peu, l'onboarding, clairement, à mes yeux, ça reste un levier stratégique majeur pour maximiser cet engagement, mais également cette productivité à long terme. On considère qu'un onboarding réussi peut augmenter le taux de rétention jusqu'à 69%, parce qu'il favorise notamment une intégration rapide dans la culture d'entreprise, mais également un alignement avec les objectifs stratégiques de celle-ci. Alors, soyons honnêtes, je pense qu'on a tous vécu, en tout cas moi, ça a été déjà le cas, malgré le fait que je travaille dans les ressources humaines, une intégration qui s'est mal passée. Personne n'est au courant qu'on est là. On passe la journée à se battre avec la DSI. On n'a pas de matériel. Bref, je pense que cette situation-là, elle a tous plus ou moins croisé ou plus ou moins connu, ou connu quelqu'un qui l'avait traversé. Mais soyons clairs, au-delà du côté drôle a posteriori, en réalité, c'est des situations qui créent dès l'origine des frustrations, une perte de temps, une perte d'énergie.
et qui peuvent donner une première impression négative qui sera durable vis-à-vis de l'entreprise. Si on ne fait pas attention, c'est quelque chose qui peut même conduire à un désengagement rapide, voire à des départs anticipés. Le but de l'atelier aujourd'hui, ça va réellement être d'explorer comment on pourrait éventuellement éviter ces erreurs, comment mettre en place un onboarding qui soit efficace, mais qui soit surtout ajusté à votre culture d'entreprise, en tenant compte, par exemple, et on y reviendra dessus parce que je mets plein de petits guillemets, des différentes générations ou de leurs attentes présupposées, tout en s'appuyant sur ce à quoi je crois fondamentalement, c'est-à-dire des principes universels d'une bonne intégration qui transcendent cet effet de génération. On verra aussi ensemble, un autre point qui pour moi est très important, c'est que ce processus d'onboarding ne se limite pas à la première semaine, par exemple, ou à un délai très court, et jusqu'où il peut s'étendre. Ce que j'aimerais également hein, qui me paraît important, c'est vous partager certains outils concrets, des astuces peu coûteuses ou des processus peut-être un peu plus élaborés. Mais surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse partager vos expériences pratiques en faveur de la rétention, de l'engagement des collaborateurs. Alors, si on revient un petit peu sur cette question des attentes générationnelles qui est aussi au cœur de pas mal de sujets, si on reprend les membres de la génération Z, donc là on parle des gens qui sont nés entre 96 et 2010 à peu près, on sait que ce sont des digital natives, ce sont des personnes qui globalement vont privilégier des expériences d'apprentissage plutôt interactives, personnalisées. Des gens, contrairement à ce qu'on peut imaginer parfois, c'est une génération qui apprécie des retours continus sur leur performance. Par exemple, il y en a 59% qui s'attendent à recevoir ces feedbacks fréquents. La nuance, c'est qu'ils ne vont pas nécessairement les demander. Ça montre déjà, on commence à sentir l'importance de mettre en place un système de retour régulier, notamment pour cette génération, mais on verra que ça va bien au-delà de ça. Pour satisfaire ces attentes, on pourrait mettre en place et imaginer, par exemple, des modules de formation courts, interactifs, qui vont permettre d'acquérir des compétences rapidement, tout en offrant des possibilités de feedback immédiat. Les outils auxquels je pense pour l'instant, et on les développera ultérieurement, ça pourrait être, par exemple, un LMS, donc un Learning Management System, qui peuvent s'avérer pour ces problématiques et ces préoccupations de cette génération relativement efficients. On a ensuite les millennials, donc une génération Y, dont je fais partie par exemple, qui sont les gens qui sont nés grosso modo entre 1981 et 1995. Euh, Si on devait tirer une généralité, même si je me méfie beaucoup de ces généralités, c'est globalement une génération qui va rechercher une forme d'équilibre de vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui va attacher peut-être plus d'importance que la génération précédente à la clarté des objectifs, au développement professionnel, qui vont s'épanouir particulièrement peut-être dans des environnements où ils peuvent progresser rapidement et surtout avoir un impact visible sur l'entreprise. Là, dans les outils que je vais vous présenter par la suite, ce sur quoi on pourrait s'attarder, ça serait peut-être des sessions régulières de feedback, notamment lors de la période d'intégration qu'on définira un petit peu plus. L'idée, c'est de leur permettre de se projeter et d'adapter leurs efforts et le niveau d'effort attendu aux besoins de l'entreprise, tout en maintenant cet équilibre. Voilà. Il y a 83% d'entre eux qui considèrent que le mentorat lors d'un onboarding améliore leur engagement au niveau de l'entreprise. L'astuce dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est celle du buddy system, paraît particulièrement efficiente et efficace pour cette génération parce qu'elle leur permet d'avoir un accompagnement personnalisé dès les premiers jours, mais également de leur transmettre ces cultures d'entreprise et les messages et les valeurs, les postures attendues. Et puis ensuite, on a la génération X, les collaborateurs qui sont plus expérimentés. Eux, ce qu'ils vont rechercher à ce stade de leur carrière, c'est plus une intégration qui va mettre vraiment l'accent sur la transmission des valeurs de l'entreprise, sur une compréhension claire des attentes,
Leur objectif, quand ils démarrent, c'est de comprendre rapidement comment leurs compétences, celles qu'ils ont déjà acquises, va pouvoir contribuer finalement à la stratégie globale de l'entreprise. Là, on va être plutôt sur des attentes liées à un parcours de formation structuré, avec des présentations, par exemple, des différents services de l'entreprise, etc., etc. Une fois qu'on a fait un petit tour d'horizon rapide des différences perçues entre les différentes générations, je pense qu'il est quand même important de se dire que les piliers d'un onboarding réussi reposent, quelles que soient les générations, sur trois points qui, selon moi, sont fondamentaux et qui transcendent cet effet de génération, et qu'on va détailler ensemble. Le premier, c'est la préparation en amont de cette arrivée. Le deuxième principe pour moi qui est fondamental, c'est tout ce qui est lié à l'engagement de l'entreprise vis-à-vis du collaborateur et la transparence. Le but et l'objectif, c'est d'instaurer un climat de confiance. Et puis, le troisième pilier, et qui va en lien avec ce qu'on prône, hein, qui est celui de l'intégration culturelle. Comment transmettre les valeurs de l'entreprise, les codes de l'entreprise à une personne qui vient de l'extérieur et qui, au-delà des compétences techniques qu'on a probablement déjà mesurées, va avoir cette nécessité de comprendre en peu de temps un certain nombre d'informations qui sont parfois pas si évidentes que ça. Alors, quand on parle de la préparation, pour moi, l'onboarding il commence très clairement avant même le premier jour de travail. Euh, on aura tendance à parfois remettre un livret d'accueil et je pense que ça va très clairement au-delà de ça. À quoi je pense? Je pense que c'est important de mettre en place une communication proactive avant son arrivée, s'assurer qu'il a bien reçu un élément, maintenir le contact, c'est la période entre la signature du contrat où l'embauche et l'intégration est un peu longue, de manière régulière. L'objectif, c'est clairement de réduire l'anxiété qui peut être liée à cette période et de s'assurer que la recrue se sent attendue. Et de la même manière, quand je parle de communication proactive, elle est vis-à-vis de cette personne, mais également vis-à-vis du reste de l'équipe qui va accueillir une personne qu'elle ne connaît pas et dont il va falloir pour qui ça sera important aussi de savoir de quelle manière elle sera reçue et quel sera le rôle de chacun dans cette intégration. Comme je vous le disais, pour moi, le livret d'accueil, c'est effectivement quelque chose qui est fait maintenant de manière assez classique. Par contre, un écueil que j'ai pu constater de manière assez régulière, c'est de créer un livret d'accueil, de le remettre à la personne et de penser que c'est suffisant pour qu'elle puisse se sentir accueillie. Et moi, je tiens à alerter quand même un peu sur ce point-là, encore une fois, parce que c'est quelque chose qu'on constate souvent euh, probablement par manque de temps. Mais une nouvelle recrue, quand elle arrive, et je pense qu'on peut tous se mettre à sa place, elle a déjà énormément d'informations, y compris techniques, à intégrer. Et pour moi, ce livret d'accueil, s'il a le mérite d'exister, il doit également être accompagné d'une présentation détaillée, avec les points importants d'explication lors de l'arrivée. Et je pense que voilà, c'est de l'ordre du détail, mais je pense que c'est important quand même de le souligner. Au-delà de la préparation, il y a la question de la durée du onboarding. Très clairement, je vous l'ai dit en introduction, je pense que cette période d'intégration ne doit pas s'arrêter à la première semaine et que ces premières semaines, effectivement, doivent inclure des suivis hebdomadaires avec le manager, des rendez-vous qui peuvent devenir mensuels par la suite, après quelques mois, parce que effectivement, je considère qu'un onboarding s'arrête pas au bout, soit de la période d'essai, par exemple, ou de quelques semaines ou de quelques jours, mais bien lorsque la personne est en capacité d'avoir sa pleine productivité au poste et d'être parfaitement intégrée à la culture de l'entreprise qui, grosso modo, peut prendre entre 6 mois et 1 an, en fonction du niveau de connaissance et du niveau d'autonomie de la personne que vous allez intégrer. Pour moi, ce suivi constant tout au long de cette période est crucial pour assurer l'intégration complète. Le deuxième point dont on a parlé, c'est vraiment l'engagement et la transparence. Euh, Dès le premier jour, je pense que ce climat de confiance et de transparence est à instaurer. Alors, des actions simples qu'on peut mettre en place et peu coûteuses pour le favoriser, ça peut être des réunions d'accueil avec le manager et les équipes,
planifier en fait des réunions finalement informelles. Ça peut être un café d'équipe, un déjeuner d'accueil, grosso modo des moments de convivialité qui permettent des connexions humaines avant toute chose rapidement. Et puis, je pense que ce qui va être intéressant pour prolonger ce que je vous disais sur la slide précédente, c'est d'organiser des réunions régulières pour ajuster les attentes. Par exemple, ça pourrait être des check-in réguliers toutes les semaines, toutes les 2 semaines, par exemple, pour démarrer, discuter des objectifs, vérifier que la recrue a tout ce dont elle a besoin. Euh, un tips pratique, ça peut être, par exemple, de fixer des objectifs clairs à court terme, par exemple sur les 30 premiers jours, qui va permettre à la recrue non seulement de se sentir rapidement utile, mais également productive et efficace. Ça peut inclure des tâches simples, hein, comme la prise en main d'un outil, d'un logiciel ou l'achèvement d'une formation qui a été prévue dans ce parcours d'intégration. Euh, le troisième point, et qui est probablement celui sur lequel j'aimerais attirer le plus votre attention, c'est toute la partie d'intégration culturelle et sociale. Pour moi, l'intégration dans la culture d'entreprise est tout aussi importante, voire plus importante parfois, que l'intégration technique. J'aimerais balayer avec vous quelques idées peu coûteuses qui peuvent faciliter tout ça. Alors, le buddy system, donc tout simplement un système de mentorat qui consiste à désigner un collègue qui va être plus expérimenté pour accompagner la recrue sur ses premières semaines ou mois d'intégration. Le rôle du buddy dans mon esprit, il va bien au-delà des tâches professionnelles. Il est là pour répondre plutôt aux questions informelles, expliquer les codes culturels de l'entreprise sans qu'il y ait le truchement de la relation hiérarchique, par exemple, qui peut parfois heurter. Et finalement, l'objectif, clairement, ça va être l'intégration sociale. Ça permet de créer finalement un soutien personnalisé et d'établir une connexion immédiate avec l'équipe. Pour maximiser l'efficacité de ce buddy system, le parrain, il doit avoir clairement, enfin, il doit avoir un rôle clair, précis, avec des rencontres informelles régulières, par exemple des déjeuners, des pauses café, des moments de convivialité qui va permettre une intégration à la fois douce et progressive, en aidant la recrue à se familiariser peut-être plus rapidement avec son environnement de travail, tout en créant un sentiment d'appartenance et de confort dans l'entreprise. Le deuxième point, le deuxième exemple qu'on peut utiliser, c'est effectivement l'organisation d'événements sociaux internes. On parle d'événements plutôt informels, des petits déjeuners, des activités d'équipe, par exemple. On peut gamifier aussi en faisant des petits quiz, etc. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de renforcer cette intégration de manière rapide, unique, sans que cela demande un investissement financier important. L'exemple que j'aime bien, c'est les lunch and learn, qui sont à faible coût, où les employés vont partager leurs connaissances dans une ambiance un peu informelle, qui va finalement permettre cette collaboration, mais qui va permettre aussi un sujet qui pose quand même souvent question aujourd'hui en entreprise, c'est la relation et la collaboration intergénérationnelle. L'idée étant derrière, bien entendu, toujours, de créer des connexions sociales qui sont favorisées dès l'origine et donc de développer le sentiment d'appartenance dont on sait que c'est une clé pour fidéliser les collaborateurs aujourd'hui. Alors, dans les outils que vous pouvez utiliser pour suivre le onboarding, on va d'abord parler des LMS et puis on va parler d'alternatives qui vont être moins coûteuses et peut-être moins structurées. Alors, les LMS, pour définir un petit peu ce que c'est les Learning Management Systems. Ils vont pouvoir jouer un rôle central dans l'onboarding en offrant une solution structurée, flexible. En gros, ils vont permettre d'automatiser des parcours de formation, d'intégration et d'information, tout en donnant un suivi personnalisé des progrès et des nouvelles recrues. Les avantages que j'y vois personnellement, c'est toute la notion de flexibilité et de personnalisation parce qu'on va pouvoir créer des parcours d'apprentissage sur mesure adaptés aux besoins spécifiques de chaque collaborateur.
avec des modules interactifs, par exemple des vidéos, des rendez-vous, des visios, etc., des quiz. Euh, et les recrues hein, vont pouvoir suivre aussi cette formation, cette intégration à leur rythme. Et quand on en parlait des besoins, des attentes de la génération Z, ça peut répondre, par exemple, à ce besoin d'interactivité et de flexibilité dont ils peuvent faire la demande. Ça permet également un suivi précis et en temps réel pour les managers parce que vous avez à leur disposition un tableau de bord interactif qui va permettre à chacun de suivre la progression de ces nouvelles recrues. Ils vont pouvoir vérifier les modules complétés, les résultats des évaluations, le temps passé sur chaque activité. Ça va permettre aussi de déceler, le cas échéant, d'éventuels obstacles auxquels une recrue pourrait faire face et donc de réagir, de proposer un soutien supplémentaire ou des ajustements. Et puis, ben, le troisième point, ça reste l'automatisation, hein. Euh, En utilisant ce type d'outils, on va pouvoir automatiser un certain nombre d'éléments et donc libérer du temps pour des interactions humaines qui vont être plus personnalisées. Alors, pour être tout à fait transparente et claire, utiliser ce type d'outils dans le onboarding, ça demande déjà en amont une forme de maturité en matière de ressources humaines relativement importante. Et quand ce n'est pas un outil qui est déjà mis en main ou que le processus d'onboarding n'est pas forcément encore complètement, j'allais dire, mature, ou qu'on n'a pas une politique de GEPP très définie dans l'entreprise, ça peut paraître un peu tôt. En revanche, il existe des alternatives qui vont être beaucoup moins coûteuses parce que ce n'est clairement pas toujours indispensable d'utiliser ce type d'outils. Parmi les plus connus et peut-être les plus simples à utiliser, ça peut être l'utilisation de Google Forms ou de Trello qui finalement permettent de centraliser l'information, de suivre l'avancement des tâches d'intégration. Trello peut être utilisé non seulement pour suivre la checklist des étapes d'intégration d'un point de vue administratif, mais également toutes les tâches ou les rendez-vous importants tout au long de ce parcours d'intégration, y compris sur une année. Tandis que Google Forms, lui, vous allez pouvoir l'utiliser pour recueillir des feedbacks réguliers des recrues, parce que je pense que c'est important aussi, sur leurs ressentis, leurs progressions, leurs besoins, etc. Pour avoir du feedback, l'idée, c'est vraiment d'avoir un feedback continu, qu'on ait une technologie avancée ou pas. Euh, L'idée, c'est de prendre un temps régulier, et c'est la notion de régularité plus que la durée passée qui va être importante. Des réunions régulières de 15 minutes ou un simple formulaire papier peuvent permettre de recueillir ces retours fréquents, d'ajuster l'onboarding en fonction des besoins individuels et de la progression de chacun. Ce qui est important quand même de souligner, c'est que au-delà des solutions techniques qui vont être à votre portée ou pas, qu'elles soient numériques, qu'elles soient humaines, ce qui va fonctionner, c'est vraiment la personnalisation. Et quand je parle de personnalisation, ce n'est pas forcément vis-à-vis des candidats, mais avant toute chose, vis-à-vis de votre culture d'entreprise. L'idée, c'est de prendre un temps de réflexion en amont sur c'est quoi une intégration réussie dans notre structure. C'est quoi notre culture? C'est quoi les valeurs qu'on souhaite partager? Euh, et je pense que si j'ai un message que j'aimerais que vous reteniez potentiellement et que j'aimerais transmettre, c'est vraiment celui-là. Toute intégration, tout programme d'intégration, aussi bien pensé qu'il soit, y compris en utilisant des outils qui peuvent onéreux et techniques, ne fonctionnera pas pour moi si ça n'est pas aligné avec la culture, les valeurs de l'entreprise et ses attentes stratégiques. Euh, Si on devait résumer un petit peu ce qui vient d'être dit, ben, les points clés, c'est potentiellement une adaptation générationnelle, même si vous avez compris que je crois profondément plus aux valeurs de fond qui vont sous-tendre votre programme d'intégration qu'à des différences que vous pourriez faire entre les différentes générations. Les principes fondamentaux restent les mêmes, clarté des attentes, soutien social, suivi régulier. Deuxième clé, la préparation et la personnalisation. Planifier sur un long terme avec un suivi personnalisé.
J'ai tendance à privilégier des actions simples, de courte durée, qui ne nécessitent pas un grand investissement en temps ou un grand investissement financier, parce que sinon, vous aurez vite fait d'être rattrapé par le quotidien, les managers aussi, et donc de ne pas suivre dans le temps. L'engagement et la transparence, des check-ins réguliers, des retours, des feedbacks, permet de maintenir l'engagement des recrues et d'ajuster les responsabilités au fur et à mesure. Des outils qui vont permettre une forme de soutien social, alors que ce soit les LMS, le buddy system, les initiatives sociales informelles, elles vont toutes jouer un rôle central dans l'intégration, tout en étant accessibles à différentes structures et à différentes tailles d'entreprises. Pour conclure, juste et pour aller un petit peu plus loin, comme je vous le disais, nous aujourd'hui on accompagne les entreprises, notamment dans la structuration des processus d'onboarding et de recrutement. Et on lance justement une formation à ce sujet qui démarrera au 8 octobre pour ceux qui pourraient être intéressés pour aller plus loin. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui également, c'est qu'on puisse échanger et partager sur vos retours d'expérience, savoir comment vous, vous avez vécu des intégrations réussies ou moins bien, et voir répondre à vos questions si vous en avez également. Merci à Merci tous et à toutes pour Magali. votre écoute. Et en effet, il y a des questions qui sont apparues sur le chat et Ok. notamment par rapport à cet engagement dont tu parlais. Est-ce que dans le process d'onboarding, selon toi, tu as défini un peu les rôles respectifs du manager direct, du service RH, peut-être du chef d'entreprise aussi? C'est une question. Ok. Oui, Oui, alors, pardon. Oui, effectivement, je pense que on a, alors, en fonction des tailles de structure, parce qu'il n'y a pas toujours de service eh oui. RH recto sensu dédié, dans cette configuration-là, pour moi, le chef d'entreprise, c'est celui qui va donner l'intention, c'est-à-dire quelle est, in fine, euh, ben, l'intégration réussie. Qu'est-ce que c'est une intégration réussie chez nous en termes de résultats techniques, mais également en termes d'intégration sociale, de valeur et de partage dans la société. Pour moi, il va venir donner l'impulsion de ce programme. Derrière, effectivement, le service RH est celui qui va mettre en musique en partenariat avec les managers, mais également avec les membres de l'équipe, parce que je pense que c'est très important. Définir, proposer des actions, définir des plans d'intégration type, suivre également le respect de ces différentes étapes, ajuster, donner les outils, former les managers, former les équipes sur ces sujets-là. Et le manager, lui, effectivement, en plus du body system, c'est la personne qui va être finalement la référence, donner ce feedback de manière régulière sur les objectifs, l'intégration dans l'équipe, veiller à ce que la formation soit suffisante, l'ajuster si nécessaire, et éventuellement, en accord avec les ressources humaines, définir si on met en place par exemple un programme de mentorat ou de partenariat ou de buddy system, quelle personne pourrait accompagner et être finalement ce partenaire sur cette durée de parcours d'intégration. Merci pour tes précisions. Et concernant ce buddy system, voilà, il y avait Ouais. une autre question aussi. Est-ce que tu as des conseils pour l'organiser enfin pour garder la spontanéité des échanges et en évitant aussi, enfin en optimisant le temps pour tout le monde? On est d'accord, ouais. Alors, c'est pour ça que je parle bien de buddy system, parce qu'il existe des tuteurs avec des formations, etc. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'autre. Déjà, pour moi, ça doit se faire sur la base du volontariat. À savoir que imposer à quelqu'un d'être le buddy partenaire si ça se fait contre lui et à défaut, ça ne fonctionnera jamais. L'autre point, c'est d'être vraiment en lien avec quelqu'un qui a envie de ce partage. Peut-être de créer des promotions, alors en fonction de la taille des structures, bien entendu, mais créer des formes de promotion de buddy partner à qui on va expliquer leur rôle, la manière dont on attend qu'ils aident.
L'idée, ben, c'est tout simplement, ça peut être très très simple, hein, de leur dire ben, quand tu vas prendre une pause café, pense à aller chercher ton partenaire. Quand tu vas déjeuner à l'extérieur, pense à inviter ton partenaire et faire ce rôle finalement de parrain, parce que finalement c'est plus un parrainage qui est attendu. Je pense que ce qui va être clé vraiment dans la mise en place de ce système, il y a deux clés pour moi. C'est la communication en amont qui va être faite vis-à-vis des partenaires, leur expliquer quel est leur rôle, euh, comment, euh, comment ça s'incrémente, qu'est-ce que ça peut apporter à la structure, et effectivement leur donner des clés pour que ça ne soit pas quelque chose en plus dans un millefeuille déjà parfois bien chargé. Ça, c'est le premier point. Et en fonction effectivement du degré de maturité RH de la structure, on peut structurer des programmes de parrainage, de création de promos de parrains, etc. Et le deuxième point, c'est le choix des partenaires. Je pense qu'il faut quand même essayer d'avoir, comme lorsqu'on recrute finalement, une visée avec des traits de personnalité euh, peut-être un petit peu spécifiques, des personnes qui naturellement déjà vont apporter leur aide, qui connaissent les valeurs de l'entreprise, qui peuvent être reconnues par les membres de leur équipe comme quelqu'un qui incarne ces valeurs, ces qualités personnelles, qui ont une envie de partage et je pense que aussi définir ça en amont et se tourner et proposer ça à des gens qui ont déjà ces qualités personnelles, ça sera important également. Merci pour tes précisions. On avait aussi une remarque là, c'est pas forcément une question ou peut-être un Oui. appui sur les sujets d'engagement et transparence de la part d'Adrien. Je pense que c'était aussi sur appuyer peut-être par rapport aux générations qui, on va dire, un aspect un peu pédagogique de l'onboarding. C'est ça? Oui, pardon. Oui, effectivement, alors nous, de tout temps, on a cherché à être transparent. Alors aujourd'hui, on a 60 collaborateurs. Euh, il y a 6 ans, quand je suis arrivé, on n'était pas 10. Donc on a quand même finalement pas mal de monde qui nous a rejoints, avec différents types de générations, que l'on est des seniors ou des plus juniors. Et en effet, on a toujours été très transparent. Alors au départ, quand on est moins de 10, tout le monde a toutes les infos, a tous les tenants et aboutissants, et c'est très facile finalement. Et plus ça va, et plus nous, on a l'impression de dire des choses souvent, mais en fait, on le dit qu'à 2 ou 3 personnes et pas à 60. Mm. Et parfois, certains ont du détail et du contexte, et d'autres moins. Et c'est vrai que dans l'engagement et la transparence, au-delà de ce qu'on est, entre guillemets, légalement tenu de faire, on essaye toujours de donner du contexte lorsque c'est possible, mais on s'est rendu compte, alors j'ai pris un exemple, parce que c'est un exemple assez parlant, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes, et pas que des jeunes d'ailleurs, certains Mm. seniors à l'époque, ne savent pas comment fonctionnent les impôts, et donc se disent, ah oui, mais là je vais gagner plus, je dépasse de 50 euros, donc ça veut dire que ça y est, tout mon salaire est à 30%. Mm. Mm. Et du coup, valorise mal l'augmentation ou le fait qu'ils vont perdre des choses en pensant que. Donc ça, c'est un exemple qui prête à sourire, mais qui finalement, enfin, c'est là où C'est on se rend compte caractéristique, ouais. qu'on n'a pas de cours d'imposition à l'école, on n'a pas de cours sur la gestion de ses finances non plus, d'ailleurs. Ouais. Et finalement, on doit aussi, nous, en essayant de ne pas franchir trop de lignes, sensibiliser. Du coup, on a pris le paperboard, on a expliqué le fonctionnement là-dessus. Et donc, de manière plus générale, lorsque l'on cherche à être transparent, Euh, il faut aussi pas oublier qu'on a des gens qui nous connaissent moins parce qu'ils sont arrivés il y a moins longtemps que ceux qui du coup, sont arrivés il y a 3 ou 4 ans en arrière. Donc sont peut-être moins au fait de nos propres valeurs et du fait que oui, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et donc il faut un peu plus montrer. Et lorsque on donne parfois un peu trop d'informations, ça pourrait laisser à penser qu'on a quelque chose à cacher. Et donc, il faut essayer de trouver la bonne manière de faire et de présenter. Et c'est pas toujours évident. Je dis pas, j'ai pas de solution particulière, si ce n'est de l'avoir dans un coin de la tête et d'être vigilant. Mais parfois, on dit, mais pourtant, c'est clair, Mm. j'ai mis ces éléments en avant. Et oui, mais ça cache quelque chose. Non, ça cache rien du tout. C'était pour être transparent. Voilà, donc c'était une petite remarque là-dessus. Je pense que je suis pas Ouais. le seul.
Ouais, et je vous rejoins complètement. Juste pour petite précision, quand je parle de transparence dans le procédure d'onboarding ou d'intégration, je parle de donner connaissance aux collaborateurs des étapes de son intégration de manière claire et précise, et pas de Ok. transparence sur Ouais, les informations liées à l'entreprise. Juste pour, très bien. voilà. Et je vous rejoins, bien au contraire, et merci de nous donner l'occasion de donner cette précision. Effectivement, en fonction des profils des personnes, du niveau de connaissances théoriques, techniques, etc., et particulièrement lorsqu'on parle de notions financières. Alors, vous avez parlé des impôts, mais moi, je vais parler des comptes de l'entreprise de manière globale. L'idée étant effectivement de donner les informations légales obligatoires, etc., c'est pas le sujet, mais la transparence non accompagnée de montée en compétences parfois peut s'avérer effectivement très dangereuse. Et donc, oui, quand je parle de transparence, c'est pas donner toutes les clés forcément sans connaître quelqu'un en plus qui vient de l'extérieur de l'entreprise, mais bien donner de la visibilité sur quel est le parcours d'intégration, combien de temps il va durer, quelles sont ses étapes et quels sont les points, voilà. Mais je vous rejoins complètement et ça va même plus loin. Je vais sortir du sujet, mais ça, moi, c'est un sujet que j'ai constaté quand j'étais encore en entreprise de manière régulière, notamment au cours des discussions avec les membres du CSE, par exemple. Et c'est un débat et que j'ai eu régulièrement avec mes clients aujourd'hui qui parfois hésitent à financer la formation économique des membres de CSE. Et c'est un conseil que je donne de manière très, très régulière en disant, mais allez-y, oui, ça coûte cher, mais ça permet de partir sur des bases de compréhension et qui sont importantes et qui, à défaut, peuvent amener à des incompréhensions, voire à des blocages de principe, alors qu'en réalité, on voulait être transparent et donner des informations, on se retrouve dans des situations parfois un peu compliquées. Je vous rejoins là-dessus. Est-ce Merci que pour c'est la un précision. avis qui est partagé aussi par d'autres participants ou est-ce qu'il y a d'autres sujets à amener? Non, Violaine, t'as fait un petit non, pas trop. Juste une petite astuce à partager que nous, on utilise chez nous et qui, du coup, est quand même relativement simple à mettre en œuvre. Nous, on travaille avec Notion et on a un espace RH où on va donner effectivement un certain nombre d'informations sur comment ça marche les congés payés, parce que là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues, sur comment on lit un bulletin de paye, parce qu'effectivement, il n'y a pas du tout de formation, y compris jusqu'à un niveau Master 2, de comment on lit un bulletin de paye. Quelles conséquences ça va avoir quand je passe de statut d'apprenti, par exemple, à un statut de salarié? Oui, mon salaire augmente beaucoup, mais mes charges aussi. Ce genre de sujet, de thématique, et on le complète au fur et à mesure des questions qu'on n'avait pas forcément. Voilà. Donc, c'est des pages Notion très simples, avec éventuellement des liens pour aller plus loin, mais qui permettent d'aller chercher de l'information pour ceux qui en ont besoin et vers quoi on peut renvoyer aussi. Et c'est quelque chose qu'on essaye d'alimenter de manière régulière pour nos collaborateurs. Mathilde, toi qui es en contact avec des gens en formation qui sont en reconversion, voilà, est-ce que tu sens que ce sujet-là, c'est une vraie, c'est un vrai questionnement, une vraie attente de la part Ah des... oui, je pense que l'enjeu n'a jamais été aussi fort de l'onboarding que à ce jour, en fait, hein. Alors oui, il y a le contexte générationnel, mais voilà, on est dans une société qui a tellement muté. On voit encore les pratiques RH, même aujourd'hui, sont impactées par tout ce qui est IA, etc. Et c'est vrai, je rejoins ce qui a été dit, l'onboarding, ça commence, et on en avait déjà parlé une fois, ça commence en fait à la réponse, par exemple, quand ils ont candidaté. Juste le fait de se dire que déjà là, on a un délai de réponse, etc., je crois que ça commence là. Et après, euh, je crois que, enfin, moi, par exemple, là, on clôture une POE sur des devs d'applications mobiles. Il y en a qui sont en contrat, d'autres non. Ben, je sais très bien qu'il y en a en entretien, ils ont posé des questions par rapport à la période d'intégration. Voilà. Parce que je crois qu'ils sont en attente en fait de visibilité.
Alors, il y a un petit truc paradoxal, c'est qu'en fait, moi, il me raconte son entretien, il me parle de son questionnement par rapport à la période d'intégration, et à côté, on lui demande bah, comment tu te perçois, est-ce que tu te projettes, à combien dans l'entreprise? Et lui a tout simplement répondu ce qu'on attendait de lui, en fait, mais pas ce qu'il pensait vraiment. Donc, en fait, il y a des attentes quand même, mais lui, sur la partie engagement, bah, c'est comme si c'était un peu désengagé dès le début. Il n'a pas forcément joué le jeu, il est en attente de la période d'intégration. En même temps, il se dit, bon, je ne vais pas faire long feu. Bon, ça fait partie du contexte aussi. On sait que c'est quand même, il y a des populations assez volatiles aujourd'hui. Mais oui, et alors, je rejoins l'accompagnement parce que moi, je vois beaucoup de choses. Alors, il y a un peu ce truc de l'entreprise pas trop légitime. Oui, nous, on est une petite structure, ça se fait comme ça, un peu de manière informelle. Puis tu t'aperçois qu'au final, bah, faut formaliser les choses. Et quand les choses, elles sont formalisées, faut aussi les accompagner. Magali, tu parlais du coup du livret d'accueil. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai déjà vu, on envoie dans l'espace RH, bam, ça part automatiquement, il y a tout. Mais en fait, la personne, elle n'a pas pris connaissance de l'utilisation de son espace RH, elle ne sait pas ce qui manque comme doc, etc. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'il y a en intégration, bah, il y a des personnes qui ont de l'expérience, mais je pense aux tout jeunes alternants qui arrivent, ils vont faire leur BTS. Bah, voilà, la seule expérience qu'ils ont eue, c'est ils ont été, saisonniers la plupart. Enfin, je pense que voilà, il y a des choses, bah, c'est un réel enjeu, il y a tellement à faire. Tellement, tellement. Violaine, tu voulais réagir Ouais. à ce qu'a dit Mathilde? Oui, oui, moi je suis pas RH, alors sur toute la partie lecture de fiches de paye et tout ça, j'ai pas de valeur ajoutée, mais par rapport au recrutement, nous on essaye enfin ça fait plusieurs années déjà qu'on essaye de structurer notre intégration justement et d'apporter des choses nouvelles de temps en temps. C'est effectivement une question qui revient de plus en plus en entretien. Même moi, je fais les entretiens de préqualification, donc et déjà là, on me demande comment ça se passe, l'intégration, la formation, et donc on sent effectivement que c'est un vrai sujet très important. Après, je voulais témoigner parce que nous, ça fait quelques années qu'on a mis en place un système de parrainage, marrainage, qui marchotte, on va dire, en fonction des personnalités, ça c'est indéniable, des deux côtés, parce que il y en a qui aiment juste pas trop, enfin, enfin, qui sont pas là pour se faire des copains, ni qui aiment pas la pause café, donc ça les force un petit peu, mais ce qu'on a mis en place nous, c'est que le parrain ou la marraine en fait appartient à un autre service. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un regard très neutre sur ce que le nouveau collaborateur vit dans son équipe et qu'il puisse s'en ouvrir assez librement. Voilà, donc on a déjà eu quelques cas de personnes qui ont pu témoigner parce qu'on a fait un petit Rex sur le système et on a quelques-uns qui ont témoigné sur le fait qu'effectivement ça leur avait été secourable à des moments un peu de panique ou de gros questionnements pendant leur période d'intégration, d'avoir pu s'en ouvrir à d'autres, enfin à leurs parrains ou leurs marraines qui du coup n'étaient pas impliqués dans le service et qui n'avaient pas donc de jugement sur le fait que il fallait que ça ou ça se soit acquis ou pas. Donc, ouais, ouais, c'est un système qui marche pas mal et ce qui nous manque, nous, c'est justement de structurer. Jusqu'à présent, on l'a fait en disant chacun fait un peu comme il veut, mais maintenant, ça manque et c'est pas évident, surtout avec peu de moyens, de dire, voilà, un parrain, c'est ça. Oui. Ouais, quand en plus on a des personnalités. Mais bon, on va y travailler. Mais c'est un système qui plaît, en tous les cas, c'est sûr. J'encourage ceux qui ne l'ont pas encore dans leur structure de le tester parce que c'est sympa. Et alors, quand on préparait l'atelier aussi, évidemment, on avait évoqué ce système de parrainage.
Mais on a aussi pas mal discuté de notre outil qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, qui était le rapport d'étonnement. Est-ce que ça, c'est des pratiques, alors avec ceux qui ont participé à l'élaboration de l'atelier, je sais que oui, mais est-ce que c'est des pratiques que vous réalisez? Chloé, je te vois hocher la tête. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne chez Ubica? C'est comment? Oui, 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 on l'a mis en place il y a quelques années. On le fait après 3 mois dans l'entreprise, donc un petit peu avant la fin de période d'essai, 4 mois généralement. Et ça nous permet d'avoir un bon retour et les collaborateurs sont assez transparents. Donc on pose 7-8 questions, il me semble, sur ce qui a étonné les collaborateurs à l'antenne d'entreprise, ce qui est positif, négatif, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer, quelles bonnes pratiques ils peuvent nous apporter d'une précédente expérience. Et on regarde ça une fois par an avec les membres du comité de direction sur ce qu'on peut améliorer. Et ça fait sens avec les retours des entretiens professionnels, les retours des entretiens de mi-année. Donc, on corrèle tout ça et c'est vrai que c'est important pour nous. On voit effectivement l'engagement du salarié et puis on se nourrit du retour d'expérience pour améliorer nos process. Et tu sens, voilà, que les personnes sont transparentes, en fait, parce qu'il y a toujours ce truc de, bon, qu'est-ce que je dis pas, quoi. Je pense, oui, enfin, dans les derniers retours, en tout cas, on a senti qu'il y avait de la transparence. Ils n'hésitent pas à dire quand il y a des choses qui ne vont pas, notamment avec les salariés les plus jeunes. On parlait des différentes générations. Ah oui. Il y a un peu moins de retenue, mais c'est bien. Et nous, on essaye d'être très transparent. Donc, ça nous va bien que les salariés le soient aussi, hein. Ouais. Ok. Et donc, ouais, donc c'est vraiment un support qui est utilisé. Je sais qu'Élise, toi, tu l'utilises aussi. Euh, Oui, tout à fait. Ouais. Je l'utilise aussi. Je partage le fait que je sens pas vraiment d'autocensure chez les jeunes générations, même les générations précédentes. Mais c'est vrai, moi je voulais savoir qu'est-ce que vous questionniez finalement dans le rapport d'étonnement. Et aussi, quand est-ce que vous le récupérez? Moi, je sais que je demande à ce qu'il me soit, enfin, il m'est retourné, on en profite pour faire un petit entretien de débrief avec le nouveau collaborateur, mais j'organise ça 15 jours après l'arrivée. Alors souvent, on me dit, mais c'est trop tôt, etc. Mais bon, pour moi, pour recueillir les premières impressions, c'est déjà suffisant. Et qu'est-ce que vous questionnez, vous, de votre côté, dans ce rapport d'étonnement? Je suis intéressée. Chloé, tu veux nous donner quelques éclairages? Oui, donc nous, on pose, je l'ai repris du coup, qu'est-ce qui vous étonne le plus dans notre entreprise? Qu'est-ce qui vous a étonné le plus? Quel est le point fort qui vous a surpris? Le point faible inattendu? Qu'est-ce qui devrait être amélioré, modifié ou abandonné de façon prioritaire? Quelles sont les forces de nos produits et de nos services? Qu'est-ce qui vous inquiète? Est-ce qu'il y a des faiblesses ou des manquements dans nos produits et services? Dans les relations interpersonnelles, qu'est-ce qui vous a étonné? Et ça, généralement, c'est un point qui ressort en très positif. Donc, enfin, on aime bien avoir ce retour-là parce on est sur 2 sites différents. Pour moi, je suis sur Meudon, donc c'est difficile aussi d'avoir toujours la tendance de comment ça se passe sur les nouveaux salariés sur Montpellier. Mais c'est hyper positif. On a une autre question sur les améliorations concrètes que vous suggérez. Donc, il y a peut-être des questions qui sont un peu redondantes. Et ensuite, la dernière, c'est suite à ces quelques semaines, mois chez Ubica, quel est votre niveau de motivation? Est-ce qu'il est toujours au maximum? Et c'est Et vrai alors là, si on te répond non, il est au minimum, qu'est-ce que... Ah, bah, tiens. Ah mince. Après l'arrivée et je demande 15 jours, je laisse 15 jours de délai de réponse. Mais généralement, le lendemain ou dans la semaine, j'ai un retour du collaborateur. Et puis, on n'a pas besoin de ça pour faire un suivi. Vous disiez, ce qui est important, c'est un suivi régulier. Et chez nous, c'est fait par le manager de façon hebdo, que ce soit avec les nouveaux collaborateurs ou avec les anciens. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet de se poser la question s'ils se sentent bien parce que c'est fait régulièrement. Oui, c'est connu, c'est une info connue, ouais. Et pour une bonne pratique, et on disait l'onboarding des fois ça se fait sur 6 mois,
Moi, je les vois toujours à leur arrivée, hein. Je leur explique le livret d'accueil, enfin, comment on fonctionne chez Ubica, etc. Et ensuite, peut-être Du RH, c'est pour tout le monde, hein, voilà, oui, voilà, QRH. pour contextualiser. Et on fait ça avec on a un planning et en fait, on fait rencontrer les nouveaux collaborateurs à chaque service. Donc ça, c'est fait avec tout le monde. On rentre plus ou moins dans le détail, on passe plus de temps avec certaines fonctions en fonction de si on est technique et qu'on a besoin d'avoir plus de vie technique, etc. Moi, je les revois quelques mois après et je fais des sessions avec tous les nouveaux arrivants. Justement, je repasse 2 heures avec eux pour rebalayer est-ce qu'ils ont bien tout compris, ces histoires de congés, de RTT qui sont peut-être nouveaux, les différentes catégories dans le Syntec. Enfin, on rebalaye tout ça et généralement, c'est pas inutile. Il y a toujours plein de questions, malgré le fait qu'ils sont là depuis 2, 3 mois. Oui, Mm. d'accord. Célia, Violaine, je sais pas, l'heure arrive à son terme, mais si vous avez des retours sur les rapports d'étonnement aussi, si vous le pratiquez, Violaine, je t'ai vu hocher la tête. Oui, oui, nous, on le pratique depuis quelques années. Mais, au début, on l'avait mis en place dans nos équipes des opérations et en fait, ça a fini par être généralisé dans l'entreprise et les RH ont repris le flambeau. Et les questions, elles sont tournées, comme disait Chloé, beaucoup autour de l'entreprise, ses produits, relations avec les clients, ce qui est bien, ce qui est améliorable, et aussi centré sur le poste. Est-ce que la personne a l'impression d'avoir eu tous les outils, toutes les formations nécessaires, sur les liens dans l'équipe. Enfin, on zoome un peu aussi sur le poste et l'équipe. Voilà. C'est juste ce que je voulais apporter de plus. Et on le fait à peu près à 3 mois, ouais, entre 3 mois et 100 jours. Et c'est toujours communiqué au, au manager. Et après, s'il y a des choses sur lesquelles il faut réagir, c'est fait au cas par cas. Il y a d'autres interventions. Magali, est-ce qu'on te laisse le mot de la fin? Pourquoi pas? Euh, Merci à tous, surtout pour vos partages aussi, parce que c'est intéressant de voir le vécu que chacun d'entre vous peut avoir dans sa structure, ce qui marche, ce qui fonctionne moins bien. J'ai vu que dans le chat, il y avait également des questions sur la séparation vie professionnelle, vie personnelle. Je plus sois dans le sens de ce qui a été écrit, mais effectivement, on pourrait faire l'objet d'un webinaire complet, je pense, sur le sujet. On retient avec la factory. Oh, tiens, ouais. Je pense effectivement, vous avez parlé de l'enjeu et je voudrais conclure là-dessus. Sans avoir la prétention d'avoir l'explication complète, mais à force de me poser la question, j'en suis arrivée à la conclusion du fait que si ce sujet aujourd'hui devient si important et que c'est une question qu'on pose notamment au cours même des entretiens de préqualification, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est probablement aussi, en tout cas c'est l'explication que j'ai trouvée, plus qu'une question de génération, une question de phénomène de société, de partage d'informations. On est dans une ère, et vous le savez tous et toutes, où on partage énormément l'information, où finalement les mauvaises nouvelles se diffusent très très vite et il est très régulier quand même de voir sur les réseaux sociaux, les différents sites, etc., des partages d'expériences d'onboarding complètement ratés, là où il y a 10 ou 15 ans, on n'avait pas accès à ce type d'informations. Donc ça devient quelque chose qui apparaît comme central, y compris pour les gens qui arrivent sur le marché du travail, parce que c'est quelque chose qui fait peur. Et donc, assez naturellement, des attentes sont nourries à ce sujet parce que dans le partage qui est fait aujourd'hui de manière très forte, je pense que ce qu'on voit, c'est surtout quand ça fonctionne plutôt mal et les conséquences néfastes et négatives que ça peut avoir. Et je pense qu'il y a un bout d'explication qui repose aussi là-dessus. Merci pour ces échanges, particulièrement à toi Magali pour ta présentation. C'était très intéressante. Je pense que c'est partagé par tout le monde. Et puis merci à tous ceux qui ont contribué au débat. Comme d'habitude, les factories, ça fonctionne bien grâce à ça. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je vous
quitte en vous souhaitant un très bon appétit, en vous donnant rendez-vous sur différents événements, que ce soit dans le cadre de Digitalis Future ou de la Factory RH. Et puis, si vous souhaitez approfondir avec Magali sur Job for Students, voilà, ben, n'hésitez pas, je pourrais, si Magali est d'accord, vous faire une mise en relation et pouvoir approfondir.